Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà présents avec nous depuis le début de l'après-midi, voire depuis le début de la journée. Je crois que certaines personnes sont restées avec nous tout le long de cette journée, dédiée donc à la recherche sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac. Et donc, nous allons poursuivre tout de suite avec deux nouvelles présentations de projets ayant obtenu un soutien financier de la part de l'Institut national du cancer et qui portent sur la thématique des trajectoires des consommations. Donc, ces deux présentations viennent dans la continuité en fait des présentations qui ont été faites juste avant la petite pause technique et donc qui portent sur cette même thématique des trajectoires. Donc, à l'issue de ces deux présentations que nous allons avoir maintenant, vous pourrez poser vos questions aux deux intervenants. Donc, vous pouvez leur poser des questions comme pendant tout le reste de la journée dans la barre de questions qui est située juste en dessous de la vidéo. Et nous, ensuite, on leur fera remonter l'ensemble des questions. Donc, je vous propose d'accueillir sans plus attendre Mabrouk Neka pour la première de ces deux présentations sur les trajectoires des consommations, qui est maître de conférence à l'Université Jean Monnet et qui travaille sur les thématiques dans le domaine de la promotion de la santé, santé publique, sciences de l'éducation, et qui va nous présenter le projet Études sur la relation entre vapotage et tabagisme chez les adolescents en classe de seconde, qui est un projet en cours de réalisation et qui a été financé et sélectionné dans le cadre de notre appel à projet en 2019. Donc, Mabrouk, je vous remercie pour votre présence cet après-midi avec nous. La parole est à vous pour 15 minutes et on se retrouvera juste après pour des questions. La parole est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'INCA, à vous, Madame Bancel et à Monsieur Foucault, pour cette belle journée et tout le service technique qui permet que vraiment on ait une journée très riche. Alors moi, je vais vous parler un petit peu d'un projet de la relation tabac-vapotage et l'effet passerelle sur nos adolescents. Donc c'est bien sûr le Covid a un petit peu retardé l'étude, mais ça n'a pas entravé la recherche. Donc tout simplement, beaucoup de choses ont été dites par les présentations juste avant, entre autres Stanislas Pika, et que je remercie pour la richesse de ses propos. Donc voilà, la cigarette électronique qui a fait son apparition, qui est en augmentation chez nos adolescents. Je recite en effet l'enquête que M. Spilka a présenté entre autres. Donc oui, en effet, une expérimentation qui augmente chez nos lycéens. Et donc, entre autres, cette fameuse augmentation de cigarettes électroniques, alors bien sûr pas énorme puisqu'on est passé de 2,7 à 5,6, mais on voit, comme ça a été présenté juste avant, une augmentation, une baisse du tabac et une augmentation de la cigarette électronique. Donc, deux, trois éléments importants. On sait que voilà, les vapoteurs réguliers ne fumaient pas avant l'étude de Hunger et qu'ils avaient 3 fois plus de risques de fumer au bout d'un an. Et c'est ça où on se pose la question de l'effet passerelle, entrée par la e-cigarette et derrière, combien vont-ils aller sur le tabac. Donc voilà, il y a les adolescents, il y a l'enquête de Gauthier et Sherazade et toute son équipe à travers Richard et à travers d'autres enquêtes qui ont montré que les adolescents aussi ont le fait de vapoter augmenterait de 75% le risque à un an de fumer une cigarette traditionnelle. Donc la problématique, c'est toujours cet effet passerelle qui est un peu quand même dans la littérature un paradoxe entre oui, non, les adolescents vapoteurs sont-ils plus à risque d'initier une consommation de tabac? Et donc, c'est cette enquête sur laquelle on se pose et qu'on va rechercher un petit peu les résultats. Donc, l'objectif étant, avec une approche quantitative au départ, hein, une enquête par questionnaire auprès de lycéens d'âge de 14-15 ans, hein, les secondes des lycées, et ensuite, justement, on aura une deuxième approche qui sera une approche qualitative pour voir un petit peu leur trajectoire d'usage entre le tabac et le vapotage sur cette population, hein, sur le modèle que Sherazade Kinwani nous a présenté tout à l'heure pour les jeunes étudiants. Donc voilà un petit peu le projet qui a été financé et accepté par l'INCA. Donc là, les résultats sont sur cette première étude observationnelle, sur cette étude quantitative. Alors bien sûr, 2019, 2020, 2021, donc elle est en cours, donc c'est quelques premiers résultats, avec bien entendu 5000 lycéens, c'était le public cible, mais malheureusement avec le Covid qui nous a empêchés en 2020 d'avoir un peu plus que 1500. Donc, première étape, la trajectoire quantitative. Deuxième étape, la qualitative qui va être attaquée janvier 2022 sur les 36 entretiens semi-directifs pour comprendre un petit peu
les motivations des consommations de ces jeunes lycéens. Alors, juste pour donner c'est juste là l'effet passerelle, hein. D'habitude, on rentre par le tabac, on va sur la cigarette électronique, on peut avoir un usage duel, et puis après, soit on cesse, soit on reste sur la cigarette électronique. Et nous, on va regarder un petit peu plus sur le fait d'être initié par la cigarette électronique. Est-ce que c'est une porte d'entrée sur ce tabac fumé? Donc, du coup, l'idée de l'effet passerelle. Bien sûr, on avait déjà commencé en 2018, hein, cette enquête avant d'être acceptée par l'INCa en 2019, par la Ligue contre le cancer qui nous avait un petit peu financé, qui nous avait permis justement d'avoir des tablettes pour faire passer cette enquête auprès des lycéens dans le département de la Loire, dans lequel nous sommes. Et bien sûr, derrière, nous avons pu avoir en 2018 et après augmenter en 2019, en 2020 et donc faire une suivi de cohorte. Donc, par contre, aussi, nous avons deux approches, une approche de toutes les secondes de l'ensemble du territoire et une approche dans un lycée déterminé où nous avons suivi les secondes, les premières et les terminales dans la continuité. Donc, en 2018, ils étaient en seconde, en première en 2019 et en 2020. Donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de ces deux populations. Alors, le questionnaire en ligne qui était très pratique et qui était très facile à utiliser via les tablettes ou les téléphones portables de nos lycéens. La population cible totale est de 6 622 élèves, donc qui représente à peu près 28 lycées publics. Et nous avons eu entre 1500 et 4000 et 5000 élèves de seconde qui nous ont répondu. Et en 2018, on était à peu près 1500, 5000 en 2019. Et le Covid, on pensait en avoir 5000, mais malheureusement, nous sommes arrivés qu'à 1500 en 2020. Mais en 2021, nous sommes en cours de recueil de données aussi auprès des lycéens. Nous avons 3/4 de lycée général et 21% de lycée professionnel, hein, donc à peu près la totalité de notre population. Donc sur cette population 2008, 2019, 2020, qu'est-ce qu'il en est? Donc je vous ai dit 1300, presque 5000 et 1500 en 2020. Des ratios filles-garçons à peu près identiques, sauf en 2020. Je pense que le recueil de données a été faussé par le Covid. Mais tout de suite derrière, un petit peu, alors en gris, c'est 2018, en jaune, c'est le 2019 et l'année 2020. Pour les consommations de produits de tabac, nous avons les expérimentations, oui, non. Donc, on avait à peu près 60% et on voit l'évolution 2018, 2019, 2020. Et là, je rejoins M. Spilka sur un recueil de données par rapport aux usages pendant le Covid. Est-ce que peut-être ça a faussé ou pas? On le verra en 2021, 2022, dans la continuité de leur enquête, s'il y a un recul ou pas, puisque c'est la sociabilisation entre jeunes qui permet la consommation de produits, on est bien d'accord. Donc du coup, nous avons donc entre 58 et 60% d'expérimentateurs de élèves de seconde sur ces 3 années, avec du coup des fumeurs occasionnels et des fumeurs quotidiens. Donc on voit très simplement qu'il y a une stabilité sur le tabac, voire une baisse des fumeurs quotidiens, une baisse de l'expérimentation, hein, on passe de 41 à 39%, donc on voit un petit peu ce qui a été présenté dans les résultats de M. Spilka. Ça, c'est pour le tabac. La même chose pour le vapotage. Et là, alors pour le vapotage, on a quelques chiffres intéressants. Donc en 2018, par exemple, sur les vapoteurs quotidiens, on a parlé de 3,5 en 2015. On est à 5-6%, c'est les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure, en 2020. Donc on voit des vapoteurs quotidiens chez les lycéens de seconde. Et d'où la question, justement, avant d'être quotidien, des vapoteurs quotidiens, la question en troisième de l'expérimentation et des consommateurs de cigarettes électroniques. Nous avons une stabilité dans les vapoteurs occasionnels et en effet, on voit une diminution de l'expérimentation, hein. Ça a diminué puisqu'ils étaient en 2018 49% et on est à peu près 58% de non-expérimentation de vapotage. Donc on a quand même une petite baisse de l'expérimentation de vapotage entre 15 et 16 ans, mais au contraire, le vapotage reste stable, lui, par contre, dans son usage occasionnel. Voici un peu les premiers résultats. Donc, c'est ce qui a été déjà dit dans les chiffres. Donc, notre population ressemble à la population française nationale, puisque c'est à peu près les mêmes chiffres qui ont été présentés tout à l'heure par les différentes enquêtes. On a regardé un peu le lien entre les vapoteurs et les non-fumeurs. On voit que des vapoteurs fumeurs sont à peu près à 19% et les vapoteurs non-fumeurs 11%. Et uniquement les vapoteurs à 6%. Donc on voit que derrière, on a des petits liens entre 60% des fumeurs qui sont aussi vapoteurs, donc un usage dual, et 70% des vapoteurs sont aussi des fumeurs. Voilà. Alors oui, j'ai pas mis, je vous mets quelques informations. On voit qu'en effet, c'est plutôt des garçons
que les filles qui sont vapoteurs, comme les fumeurs. C'est aussi des filières plutôt professionnelles que générales, hein, donc on a ces résultats. Autre chose, on voit l'influence entre la consommation des parents pour les fumeurs, donc on a plus de chances d'être fumeur. Et par contre, pour les vapoteurs, c'est plutôt l'influence des amis vapoteurs. Donc du coup, là aussi, on est plus vapoteur. Pour les motivations, je vais plus aller sur la motivation des vapoteurs. Vraiment, pour qu'on commence, curiosité, saveur, goût. Vraiment, la curiosité des saveurs, du goût, c'est quelque chose qui est très bien ressorti. Et puis aussi, faire de la vapeur, voilà. Et pour certains, réduire le coût. Donc, pour certains, c'était peut-être aussi pour arrêter le tabac. Voilà un petit peu sur cette population. On regarde là, sur ce tableau entre tabac et vapotage entre 2018 et 2009. On voit bien les abstinents de vape et de tabac qui augmentent entre 2018 et 2019. On voit aussi que les vapoteurs exclusifs restent stables. On est toujours avec des chiffres entre 6 et 6,20, 5,89. Par contre, on semble avoir un petit transfert entre ceux qui étaient fumeurs non vapoteurs. Est-ce qu'ils vont plutôt vapoter, fumer dans un usage dual ou plutôt aller dans l'arrêt de consommation de tabac? Donc ça, c'est la question qu'on pourra justement définir par l'approche qualitative avec les entretiens prévus en 2022. C'est toujours ce lien entre vapotage et tabagisme. On voit que 35% des fumeurs exclusifs non vapoteurs se sont orientés vers un usage dual. C'est-à-dire qu'ici, en 2018, on avait 11% qui étaient non vapoteurs et fumeurs, qui a baissé à 7% pour glisser entre vapoteurs et fumeurs de 17 à 3, et puis d'autres peut-être qui sont allés vers non vapoteurs, non fumeurs. Donc on voit un petit lien, un petit glissement qui s'effectue. Et ça, c'est le côté quantitatif, mais on verra du côté qualitatif si c'est bien le cas. Voilà, ces données vraiment répondent au fait que c'est les mêmes chiffres un petit peu de la population nationale. Pour l'instant, on montre qu'il n'y a pas d'effet passerelle du vapotage au tabagisme pour les adolescentes de 15-16 ans. Ça, c'est une première information. Mais il faut qu'on explore un peu plus avec les résultats de l'enquête 2022, à la fois quantitative et qualitative. Maintenant, je vais vous montrer sur le suivi longitudinal des classes de seconde d'un lycée. Seconde en 2018, ils étaient en première en 2019 et en 2020 en terminale, donc à peu près entre 273 et 300 étudiants, avec toujours à peu près le même ratio filles-garçons, puisque c'est plutôt un lycée général avec des filières plutôt artistiques et littéraires, d'où la majorité de filles. Mais dans ce suivi, on a regardé un petit peu comment ça évoluait de 2018, 2019 et 2020. Et là aussi, pour ce qui est du tabac, les fumeurs quotidiens sont globalement stables. Ils sont toujours entre 9 et 10% de fumeurs. Les fumeurs tabagisme occasionnel augmentent et on s'est posé la question, en fait, plutôt en première, une augmentation de 3 points. Voilà, est-ce que c'est justement la socialisation, le côté festif, mais bon, après, le Covid a peut-être aussi biaisé ces résultats. La baisse des non-fumeurs est uniquement due au tabagisme occasionnel, hein. On pense que ça glisse un petit peu de non-fumeurs à fumeurs occasionnels, on le voit bien sur cette diapo. Et voilà, et puis l'expérimentation de tabac fumé qui augmente légèrement en lycée, mais bon, voilà, c'est linéaire, hein, on passe de 31% qui ont expérimenté en seconde, 47 en première et 53 en terminale, donc on voit cette augmentation. Donc c'était assez intéressant. Pour du côté vapotage, l'expérimentation du vapotage, là par contre, ça reste stable, l'expérimentation de vapotage reste stable par rapport au tabac, on est toujours autour des 46-47%. Voilà. On a aussi des vapoteurs quotidiens qui augmentent plutôt là en première, hein. Est-ce que l'âge la classe charnière de première sur l'augmentation et le côté vapoteur quotidien, on se pose la question. Les occasionnels restent stables sur les 3 ans, 18, 19, 18, donc là-dessus, voilà. Et puis on a la baisse des non-vapoteurs légères, hein, qui est uniquement, à mon avis, uniquement due à l'augmentation des vapoteurs quotidiens. Voilà. En gros, c'est toujours la même chose. On a un petit peu un équivalent de glissement entre vapoteurs, non-vapoteurs et vapoteurs fumeurs. Et là, on se pose la question de l'âge pivot des lycéens, 16-17 ans, alors que M. Spilka nous parlait de l'entrée en troisième de cette e-cigarette en première intention à un taux à 8%. Nous, là, on se rend compte peut-être un lien entre tabac, vapotage au lycée. Voilà, l'âge pivot vers 16-17 ans, on a des vases communicants entre le vapoteur fumeur
et des trajectoires d'usage qu'on va voir et qu'on va vérifier au point de vue qualitatif entre devenir abstinent ou plutôt vapoteur stable ou fumeur exclusif stable ou plutôt l'usage dual. Donc, on a vraiment des vapoteurs exclusifs qui restent stables aussi entre 15 et 18 ans, ce qui est une question pourquoi. Est-ce que c'est un nouvel usage, une nouvelle trajectoire? Voilà. Et je remercie un petit peu toute l'équipe avec qui je travaille et je vous remercie. Merci Mabrouk pour cette présentation ici. Donc, ici encore un projet très intéressant sur cet effet passerelle qui en effet fait écho aux présentations qu'il y a eu dans la session précédente, notamment celle de Monsieur Spilka, et donc qui commence à donner des résultats sur cet effet passerelle, donc, mais comme vous le dites, qui demande encore à être approfondi. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Monsieur Mabrouk Neka dans la barre de questions prévue à cet effet, juste sous la vidéo. Et on pourra lui poser à l'issue de la présentation suivante, lors d'un temps d'échange commun aux deux intervenants. Donc, je vous propose maintenant de poursuivre avec la dernière présentation. Je remercie Monsieur Neka pour cette présentation. On se retrouve juste après pour le temps de questions. Et donc, je vous propose de poursuivre avec la dernière présentation de cette journée assez dense sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac, en accueillant Sarah Madjoub, épidémiologiste à l'INSERM et qui a travaillé sur plusieurs thématiques avant d'entrer dans la thématique du tabagisme et des inégalités sociales à ce sujet, et qui va nous présenter le projet STOP, accompagnement au sevrage tabagique en population précaire, qui est un projet qui a été sélectionné en 2018 dans le cadre de l'appel à projet Un CAIRESP tabac. Sarah, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui avec nous. La parole est à vous pour 15 minutes et on se retrouve tout de suite après pour un temps de questions avec Monsieur Neka. La parole est à vous. Merci Colline, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'Institut national du cancer pour votre invitation, qui ne m'était pas initialement destinée puisque c'était Fabienne Elkoury qui devait prendre la parole aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été citée dans les publications d'Emmanuel un peu plus tôt dans la précédente session, puisqu'elle est absente pour congé maternité. Donc moi, je vais vous présenter non pas les résultats, mais l'objectif et la méthodologie de l'étude STOP, qui est un essai clinique randomisé contrôlé pragmatique, donc une étude interventionnelle, qui a été financée donc par l'INCa grâce à l'appel à projet en 2018 et qu'on remercie encore pour la confiance qu'ils nous accordent, et qui est menée en partenariat avec la Société francophone de tabacologie et coordonnée par donc, notre équipe de recherche spécialisée en épidémiologie sociale à l'INSERM. Alors, pourquoi une intervention ciblée sur les personnes en situation sociale défavorisée? Et pareil, moi je vais un peu rebondir sur ce qui a un peu été dit précédemment. Il faut savoir que les personnes ayant une situation sociale défavorisée sont plus à risque de fumer. Effectivement, il y a une étude nationale qui a été menée d'ailleurs par notre étude, l'étude DEPICT, et qui fait écho à ce que disait M. Spilka précédemment, et qui a mis en évidence effectivement que les adolescents issus d'une population sociale défavorisée avaient une propension à commencer à fumer plus tôt comparé à ceux issus d'un milieu social plus favorisé. Et par ailleurs, ils sous-estiment les effets du tabac sur leur propre santé, ce qui concerne aussi la population générale, tout âge confondu, lorsqu'ils ont une situation sociale défavorisée. Ils ont également moins de succès dans le sevrage tabagique. Pourquoi? Parce qu'ils ne partent pas du même niveau que ceux qui appartiennent à une situation sociale plus favorisée, étant donné qu'ils ont une dépendance nicotinique qui a été prouvée être plus importante, donc ils partent de plus loin, malheureusement. Ils font face à des conditions de vie plus difficiles, des événements négatifs de la vie plus fréquents, ce qui engendre une absence de stabilité et de perspective à long terme, et une sous-estimation des effets, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ça, c'est peut-être pour certains un graphe qui a été vu et revu et qui est issu du baromètre santé et qui a été publié par Santé publique France, notamment par Romain Guignard, je crois, qui a pris la parole tout à l'heure. Donc, j'espère que je ne dirai pas de bêtises. Alors, ici se trouve donc la prévalence du tabagisme au quotidien selon le revenu par unité de consommation. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur donc, le petit cercle violet qui met en évidence que les personnes issues, en fait,
on va reprendre d'un peu plus loin, c'est que ces dernières années, on avait une espèce de stabilité, puis une légère baisse depuis 2015-2016 suite aux différents programmes de sensibilisation qui ont été mis en place pour lutter contre le tabagisme. Et puis, malheureusement, crise Covid survenant, on a eu une augmentation du tabagisme avec un espèce de va-et-vient, notamment par les comités d'experts qui disaient que peut-être que le tabac pouvait protéger contre la Covid-19. Donc, du coup, on a eu une augmentation, mais une augmentation certes dans toutes les classes sociales, mais plus importante chez les personnes les plus défavorisées. Et on voit que depuis 2000, en fait, on va remonter, depuis 2000 tout court d'ailleurs, et un peu plus tard, surtout, les écarts se sont creusés et on a un gradient social avéré et certain. Une autre raison pour laquelle on a mené cette étude internationale, c'est que pour lutter donc, contre le tabac, les populations ont recours à différents outils. Ça a été dit aussi précédemment, en poule de classement, on retrouve la cigarette électronique. En deuxième position, les substituts nicotiniques. Et enfin, en troisième position, le recours à un médecin ou à un professionnel de santé. Et je glisse doucement vers les objectifs de notre étude, c'est que la littérature a montré qu'effectivement différents types d'outils pouvaient être utiles aux fumeurs souhaitant arrêter de fumer. On vient de le dire, cigarettes électroniques et TSN apparaissent dans le pool classement au niveau des 2 places prépondérantes. Et il a été démontré que le fait de choisir son propre outil pourrait augmenter la motivation et la probabilité de parvenir à un sevrage réussi. Et donc, on se place dans les préconisations de la HAS qui préconise la décision médicale partagée. Par ailleurs, la mise à disposition gratuite peut visiblement favoriser le sevrage, notamment dans les populations précaires. À cela s'ajoute une évolution des politiques de remboursement sur lesquelles les populations défavorisées ne sont pas toujours au fait de l'évolution. Donc, en 2007, donc, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on avait droit au forfait à 50 € par an. Puis, en 2012 et 2015, on a vu une évolution de cette politique de remboursement qui est passée à 150 € par an, mais spécifiquement pour les femmes enceintes, les jeunes, donc les moins de 30 ans, les bénéficiaires de la PUMA actuelle et ceux ayant une affection longue durée. Puis, en 2016, elle s'est étendue à toute population confondue. La même année, on a vu une extension des droits de prescription aux masseurs-kinésithérapeutes, aux chirurgiens-dentistes, aux infirmiers et aux sages-femmes qui se sont vus donc l'autorisation de prescrire notamment donc, des ordonnances concernant le sevrage tabagique. Puis en 2007, le médicament thérapeutique qui est remboursé, le Champix, même s'il fait un peu débat ces derniers temps. Et enfin, en 2018, un remboursement des TSN à hauteur de 65% pris en charge donc, par la sécurité sociale et des mutuelles complémentaires. Et qui passe d'ailleurs à 100% pour les bénéficiaires de l'AME et de la protection universelle maladie. C'est la raison pour laquelle, enfin c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles notre équipe a décidé de mener une étude pilote dont je vais vous présenter très rapidement les résultats, la méthode furtive et l'objectif, dans la mesure où je n'ai absolument pas participé à cette étude, mais qui derrière nous a permis d'estimer la faisabilité de l'essai clinique pour lequel on va entrer plus en détail. Donc, l'objectif de cette étude pilote, c'était d'analyser les comportements et les perceptions vis-à-vis des substituts nicotiniques et de la cigarette électronique, tant du point de vue médecin que du point de vue du patient, dispensés gratuitement chez des personnes en situation de précarité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des centres en Île-de-France exclusivement qui ont été sélectionnés, qui ont bien voulu prendre part à notre étude. On a réussi du coup à attirer à nous, alors je dis nous, l'équipe, 49 patients de plus de 18 ans, ça faisait partie du critère de sélection. Et ils ont été suivis pendant 6 semaines. Alors, évidemment, il y a eu des pertes de vue au fur et à mesure du suivi. Toujours est-il que cette étude a permis de mettre en évidence une bonne acceptabilité par les patients et par les médecins, ce qui a encouragé la mise en place de l'essai clinique derrière. Et en tout, 32 patients ont réduit leur consommation et sont passés de 19 à 10 cigarettes par jour en moyenne. Alors évidemment, ce n'était pas un sevrage tabagique, il y avait un suivi que de 6 semaines, il aurait fallu poursuivre, mais l'idée c'était vraiment d'étudier les prémices et d'ouvrir la porte à la réalisation de l'essai contrôlé randomisé qu'on a mis en place donc en 2020. Donc, crise sanitaire oblige, bien sûr, on a énormément de retard, nous aussi.
Donc, je ne vais pas revenir sur les contextes de l'étude, quoique je vais quand même insister sur le fait que l'objectif principal, ce n'est pas d'évaluer le produit, mais d'évaluer la démarche d'accompagnement au sevrage tabagique dans les populations précaires. Alors, c'est une étude donc nationale. On a à ce jour 7, d'ailleurs même 8 centres actifs qui incluent régulièrement des patients. On en a 10 en attente de l'aval du comité de protection des personnes. Donc, comme vous voyez un peu sur la carte géographique, ce sont des résultats quand même assez encourageants, même si le nombre d'inclusions aujourd'hui est d'une vingtaine de patients. Mais voilà, on participe activement à l'inclusion et je remercie d'ailleurs les médecins qui nous suivent. Et il y avait aujourd'hui le docteur Kinouani qui a pris la parole et qui fait partie d'un de nos centres. Alors, comment ça se passe? Il y a une inclusion des patients. Bien sûr, on leur soumet via le CRF et il y a aussi une tablette qu'on fournit aux médecins. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une pré-inclusion qui permet de sélectionner en fonction des critères d'inclusion définis si le patient peut ou non participer à l'essai et bien sûr un recueil du consentement. Ensuite, il y a une randomisation aléatoire en 2 groupes, le groupe contrôle et le groupe intervention. Dans les 2 cas, bien sûr, il y a une dispensation des soins courants classiques. En revanche, si la personne fait partie du groupe intervention, elle se voit administrer gratuitement et remise en main propre par le médecin, donc de main à main, les substituts nicotiniques et ou la cigarette électronique. On rappelle, c'est sur les choix et la préférence du patient, bien sûr avec l'appréciation du médecin, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'on implique vraiment le patient dans cette prise de décision. Ensuite, il y a un suivi plus ou moins à 10 jours, puis 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. Il peut y avoir des suivis additionnels puisque certains patients nous disent que justement, ils ont peur d'un décrochage au bout du 2e mois et qu'ils préfèrent être suivis mensuellement. Donc ça, c'est possible aussi de les inclure de manière un peu plus régulière. Le critère d'évaluation principal, c'est le sevrage tabagique. Alors, dans l'idéal, mesuré grâce à l'analyseur de monoxyde de carbone, et sinon de façon autodéclarée, donc une évaluation plus subjective du sevrage tabagique. Toujours est-il qu'au fur et à mesure dans les questionnaires de suivi est notée la posologie, l'administration des différents substituts et à quelle fréquence ils ont été consommés. Voilà, donc j'ai mis la petite photo de l'analyseur, sans vouloir faire de pub. Alors, quels sont les critères d'inclusion? Les adultes de plus de 18 ans, il faut fumer au moins 5 cigarettes par jour, sinon ça n'a aucun intérêt, qu'ils aient la volonté d'arrêter de fumer, bien sûr, ou de réduire leur consommation, et qu'ils aient une faible position socio-économique évaluée par le fait de ne pas avoir un emploi, par exemple, ou de bénéficier d'un minima social comme le RSA, la C2S, la PUMA, etc. Les critères de non-inclusion, très importants. Toutes les personnes pour lesquelles un consentement libre et éclairé ne peut être obtenu. Les femmes enceintes pour des raisons éthiques, parce que le comité de protection des personnes ne se voyait pas ne nous voyait pas remettre en main propre une cigarette électronique à une femme enceinte. Éthiquement, ça passait pas. Donc, on s'est dû refuser les femmes enceintes, population très spécifique en plus. Les fumeurs réguliers qui vapotent quotidiennement et pour lesquels la cigarette n'est pas vue comme un outil de sevrage, mais comme un outil de plaisir. Les personnes qui sont, au moment de l'inclusion, déjà prises en charge pour un sevrage tabagique, quelle que soit leur méthode de sevrage, c'est-à-dire que même l'hypnose est prise en compte, ils ne seront pas inclus dans notre étude. Il faut vraiment que ce soit des primo-sevrés, si je puis dire. Et les personnes qui participent déjà à une autre étude ou à un autre essai clinique. Alors, on a mis en place, on essaie de faciliter au maximum la communication avec les patients dans la mesure où il y a une littératie qui a été mise en évidence dans les populations précaires. Ils n'ont pas forcément accès à l'information médicale. Il y a souvent des ruptures dans le parcours de soins. Donc, on a mis en place des vidéos de formation concernant l'usage de la cigarette électronique et l'usage des différents TSN. Notamment, par exemple, on insiste sur le fait que la gomme à mâcher, ce n'est pas un chewing-gum et qu'il faut la mettre sur la molaire, etc., etc. Donc, on essaye d'être le plus ludique possible. On fournit donc, c'est quoi le package? Le package, c'est une cigarette électronique avec un adaptateur mural, des résistances qui sont fournies, des liquides, différentes posologies. Donc, comme vous voyez, nous, on n'a pas choisi les sels de nicotine 20 mg. Bon, à voir si on reviendra sur cette position ou pas. Différents parfums, donc le RY4, le tabac, le citron, les fruits rouges, la menthe glaciale. Et puis, on fournit donc différents substituts à action lente, comme les patchs 16 heures. Donc, ça aussi, c'est un choix qui avait été fait au début, 16 heures, pas 24 heures. Bon, ça se discute. Et les inhaleurs, les comprimés sublinguaux, le spray buccal, et puis les gommes à mâcher, et on a rajouté dernièrement les pastilles.
Voilà, à cela s'ajoute un outil de suivi qu'on a mis en place, qui peut être imparfait d'ailleurs, parce qu'on hésite aussi à le faire évoluer. Notamment, il y a d'autres outils de suivi où on motive un peu le patient en disant à J+7, vous avez gagné de temps parce que vous n'avez pas fumé de cigarette, donc le coût, l'argent, financièrement parlant. Et puis, il y a aussi, vous avez gagné sûrement en odorat, au niveau du goût, donc plus au niveau sensoriel. Bon, voilà, on avait vu des outils de suivi comme ça, donc on s'était dit qu'on allait peut-être améliorer notre technique. Alors ça, c'est remis donc en main propre au patient, peu importe le groupe auquel il appartient. Donc c'est ce qu'on appelle une carte calendrier. On leur remet l'enveloppe T de sorte à ce qu'ils aient aucun coût supplémentaire, notamment concernant les timbres, et qu'on va utiliser pour essayer de mesurer le temps moyen à l'arrêt du tabac. Voilà, donc pas de résultats aujourd'hui. Peut-être qu'on se verra dans 1 an ou 2, j'espère, avec des résultats probants. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette présentation sur une thématique, en effet, très importante pour l'Institut national du cancer, qui est la question du sevrage tabagique et de la manière dont on l'accompagne. Et en effet, vous l'avez dit, c'est un projet qui avait fait l'objet d'un financement en tant que projet pilote en 2017 et qui ensuite s'est transformé en projet complet a posteriori. Et ça, voilà, j'insiste dessus, c'est quelque chose qui est assez spécifique à nos appels à projets, justement permettre aux chercheurs de voir d'étudier la faisabilité d'un projet avant de le soumettre de manière plus complète, plus approfondie pour un financement sur une durée plus longue. Donc merci à vous pour cette présentation. Je vous propose donc de passer à un petit temps de questions commun avec Mabrouk Neka qui nous rejoint. On a quelques questions, donc on va commencer par vous, Mabrouk, si vous le voulez bien. La première question qui vous est adressée, comment expliquez-vous que l'expérimentation de la VAP soit en baisse entre 2018 et 2020? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Alors, sur l'expérimentation de la VAP entre 2018 et 2020, sur l'expérimentation, je pense qu'on avait, oui, en effet, il faudrait que je reprenne la diapo, mais il me semble que j'avais un petit peu expliqué ça sur le fait du Covid, entre autres, puisque 2018, on avait une consommation dans l'expérimentation de notre population. On était à… Alors, pour la VAP, on a une augmentation, hein. Ce n'est pas une diminution. Non, on est à 50, on passe à 41, vous avez raison. Donc, en effet, pour la VAP, je pense que l'effet Covid, ou peut-être que l'entrée troisième, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication encore, puisque justement, on n'a pas fait les entretiens pour voir la trajectoire d'usage au point de vue qualitatif, mais en effet, on passe de 50 à 41. Par contre, on a une stabilisation, voire une petite augmentation en occasionnel. D'accord, ok. Donc, c'est encore à l'étude pour qu'on comprenne plus précisément. Ok, ça marche. Merci. Une question pour Sarah maintenant. Les centres donc, qui sont inclus, je pense, dans votre étude sont de nature variée et répartis sur le territoire. Qu'est-ce qui a guidé votre choix justement pour choisir ces centres d'inclusion dans votre étude? Comment vous les avez choisis? Alors, gros travail de prospection, j'ai l'impression d'être un peu une commerciale parfois. Alors, qu'est-ce qui a guidé mon choix? C'est très simple. Déjà, c'est sur la base du volontariat. Initialement, nous, on est basé sur Paris, donc en Île-de-France. Donc, on avait opté pour un listing. Donc, on a différentes méthodes, hein. On est passé par la Société francophone de tabacologie qui avait mis des petits pop-up dans ses newsletters. Et puis, par différents listings, des connaissances à droite à gauche. Le critère de sélection numéro 1, c'est de ne pas distribuer gratuitement déjà dans son centre ni des TSM ni des cigarettes électroniques, sinon le centre n'est pas éligible. Et ensuite, c'est du tout venant. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite liste et au fur et à mesure, je passe des coups de téléphone ou des mails pour proposer aux différents médecins. Et puis, parfois, j'ai des gens qui viennent à moi, ce qui est un bonheur, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Voilà, pour faire court. D'accord. Et pardon, il y a des CMS, des XAPA, des centres hospitaliers et des ELSA. Pardon, excusez-moi. D'accord, merci pour ce complément. On a encore quelques questions pour Mabrouk Neka. Vous dites que la raison qui pousse à l'expérimentation, donc j'imagine de la e-cigarette, est la curiosité et les saveurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de passerelle spécifiquement pour ceux qui ont plutôt expérimenté la saveur tabac et non pas chez ceux qui sont attirés par la diversité des saveurs? Voilà, la question, c'est la spécificité de la saveur tabac, justement.
Alors, sur les saveurs, justement, on leur a proposé de remplir quelle saveur, donc barbe à papa, fraise Haribo, etc. Mais saveur tabac, non, elle n'était pas citée. Donc, ça veut dire que ça répond tout de suite à la question ou absolument pas. Nous avions plutôt des saveurs qui sont plutôt proches des bonbons que, que du tabac en lui-même. D'accord, très bien. Merci. Encore une petite question pour Sarah Madjoub. Une question de Véronique Régnier, donc, qui était dans la session juste avant. Est-ce qu'il y aura une partie qualitative dans votre étude? Oui, alors on a prévu une analyse même économique pour calculer le coût-efficacité de l'intervention et on a une partie qualitative où dans le questionnaire il y a un commentaire, il y a une partie commentaire libre qui peut être ajoutée, donc on analysera et ensuite peut-être s'il nous reste un peu de temps, on envisage carrément de repartir sur une vraie petite sous-étude qualitative pour interviewer les médecins et les patients. Donc oui. D'accord. Eh ben, je crois qu'on a une question un peu similaire pour Mabrouk. Donc, une personne qui vous remercie pour cette présentation et ses premiers résultats très intéressants. Avez-vous de la visibilité sur votre future phase qualitative? Donc là, un peu dans la même dynamique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous avez prévu de faire? L'apport d'une approche qualitative et sa complémentarité avec les premiers résultats quantitatifs me paraissent indiscutables. Merci. Alors oui, nous avons sélectionné un échantillon de 36 étudiants, 36 lycéens, avec les différents profils, hein, c'est-à-dire non consommateurs, ni vapoteurs, ni fumeurs, à l'usage dual ou que vapoteurs ou que fumeurs, et voir un petit peu leur trajectoire. Donc on a des secondes, des premières, des terminales, et comment ont évolué leur consommation. Donc avec des entretiens semi-directifs enregistrés. Donc là, on aura des réponses sur cette fameuse trajectoire, puisque comme l'a dit M. Spilka, on a vraiment des vraies questions là-dessus. Merci. On a encore deux petites ou trois petites questions peut-être pour Sarah. Une question de Fatima Amriou. Utilise-t-on la mesure du CO pendant cette période de recrudescence de l'épidémie Covid? Oui, alors, ça a posé problème. C'est-à-dire que les patients n'étaient pas d'accord pour faire les mesures via l'analyseur de monoxyde de carbone. Et du coup, pour pallier à ça, on a commandé, c'est pas du tout écologique, mais on a commandé en fait des pailles et des filtres pas à usage unique parce qu'ils ne sont pas à usage unique, mais on en fait un usage unique. Et du coup, c'est la seule façon qu'on a de pallier à cette problématique-là. Après, on a aussi mis à disposition des lingettes antiseptiques. Et puis après, on s'est un peu rassuré sur le fait que dans l'analyseur, on n'est pas censé inspirer, on est censé juste expirer. Donc, normalement, le souffle s'en va, il ne va pas… enfin, vous voyez, quoi. On n'inspire pas, on expire. Donc, du coup, donc, voilà. Donc, du coup, on a essayé de pallier à ce problème-là comme ça. Ça marche, merci. On va prendre peut-être une dernière petite question avant de passer à la dernière partie du séminaire d'aujourd'hui. Donc, encore pour Sarah. Envisagez-vous des résultats différents en fonction du traitement de substitution? Et si oui, pourquoi? Puis d'analyser et observer a posteriori ces facteurs. Alors, bonne question. Oui, parce qu'en fait, dans chaque questionnaire de suivi, et donc pour chaque patient, et donc pour chaque suivi mensuel et à chaque grade, on demande quel type de substituts ont été consommés et à quelle posologie. Et c'est ça d'ailleurs qui va nous permettre de voir s'il y a une réduction de la consommation du tabac ou pas. Et donc, on va faire une espèce d'évolution temporelle spécifique à chaque type de TSM consommé, en fait. Et puis, une analyse beaucoup plus globale, parce que l'objectif, c'est quand même de voir l'efficacité de l'intervention plus que du produit en tant que tel. Mais évidemment, le fait de dégager les différents usages va aussi sûrement être révélateur des pratiques quotidiennes qui réussissent ou pas, qui amènent à la réussite ou pas du tabac, du sevrage. D'accord, merci pour ces compléments. Je vous propose de clôturer maintenant ce temps de questions. On en avait encore quelques-unes, mais on essaiera de vous les transmettre peut-être a posteriori, parce qu'il faut qu'on avance sur le programme. Donc, un grand merci à tous les deux pour votre disponibilité aujourd'hui et pour ces deux présentations qui sont donc venues, je le répète, en complément de la première partie qu'on avait eue sur ces trajectoires des usagers.
Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus nous présenter aujourd'hui leur projet de recherche financé pour tout ou partie par l'INCa et qui ont accepté d'ailleurs de se prêter au jeu des présentations en ligne et aux échanges sur le même format qu'on sait qu'ils sont un petit peu particuliers. Même si on commence à y être habitué, ça reste un exercice parfois peu évident. Donc, merci à tous et en particulier, je sais que certains ont eu leurs agendas un petit peu bousculés par le rebond épidémique de ces dernières semaines. Donc, je vous propose maintenant de passer au dernier temps de cette journée, de ce séminaire dédié à la recherche sur la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac. Avec une mise en perspective internationale, qui va nous permettre, à partir de tous les éléments qui ont été mentionnés aujourd'hui, d'apporter un regard un petit peu extérieur à la France pour conclure ce séminaire. Donc, pour ce faire, je repasse la parole à Jérôme qui va introduire cette session. Bien, merci Pauline. Et bonjour à tous et bonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin et qui nous suivent depuis 9h30. Donc, merci de votre présence, merci de votre participation, merci de votre implication. Donc, nous vous proposons en effet de terminer ce séminaire avec une mise en perspective internationale. C'est ce que vient vous proposer Colline, afin d'essayer de saisir un petit peu mieux cette thématique de la vape, de la e-cigarette. On a vu tous les débats qu'il y avait autour de cette question. Et c'est pour ça qu'on a demandé au docteur Caroline Reyes-Guzman, qui est directeur en épidémiologie au sein de la branche de recherche sur la lutte anti-tabac et le programme de recherche comportementale au sein du NCI, le National Cancer Institute United States, de venir en fait échanger avec nous. C'était extrêmement important pour nous d'avoir quelqu'un qui représentait les États-Unis pour ce colloque aujourd'hui. Vous l'avez vu en fait au cours des échanges de cette journée, beaucoup de littérature américaine avec des questionnements qui étaient sur cette littérature américaine. On l'a vu très très largement ce matin, notamment avec la proposition que nous a faite François là, avec cette lecture de la vape et puis bien évidemment cette analyse de la littérature qu'il a proposée pour pouvoir établir ce nouveau rapport qui sera réalisé par le Haut Conseil de la santé publique qui vous a dit qu'il était sous embargo ce matin. Donc sans plus attendre, je vais vous demander donc d'accueillir le docteur Caroline Reyes-Guzman, donc je vous ai dit, National Cancer Institute, qui va nous faire part de sa présentation sur le contexte de la cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac aux États-Unis, opportunités pour avancer dans la recherche anti-tabac. Donc juste à l'issue de sa présentation, nous pourrons avoir un temps de questions et d'échanges, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre de questions juste en dessous de la vidéo. Je crois que vous avez l'habitude depuis ce matin. Et puis, je vois que ça fonctionne assez bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme vous l'avez vu, on a un petit décalage. Donc, n'hésitez pas à les poser dès à présent. Caroline, on a 5 petites minutes de retard. C'est à toi. La communication sera en français. Bonjour et merci pour l'invitation, Jérôme. Et je veux d'abord, mon slide n'avance pas. OK. Seulement, je veux exprimer que mes opinions ne représentent pas le point de vue officiel du gouvernement américain. D'abord, je veux commencer la présentation pour vous exprimer le contexte de la situation actuelle du tabagisme aux États-Unis et même commencer avec la question pourquoi avancer la recherche anti-tabac dans le contexte. Et voici ce que nous savons déjà. Nous savons ce qui a changé aux États-Unis dans le contexte de l'incidence du cancer et la mortalité liée au tabagisme. La prévalence du tabagisme a diminué depuis 1980 et la prévalence du tabagisme chez les fumeurs de cigarettes non quotidiennes reste obstinément constante aux États-Unis. La présence de produits non-cigarettes et tabac émergents peut parfois ressembler à une course-poursuite avec les compagnies de tabac et certains produits de tabac autres que les cigarettes ont un impact disproportionné sur la minorité raciale et ethnique. Et
cette illustration vous montre la tendance de la prévalence de la cigarette liée à la mortalité du cancer du poumon aux États-Unis. Et on voit ce que je viens de dire, que la consommation de la cigarette a diminué depuis 1980. Et 10 ans plus tard, on voit que la mortalité a commencé à diminuer aussi. Le prochain. Okay. Et aussi la même tendance qu'on voit par rapport à l'incidence du cancer lié au tabagisme. Et ce que je viens de dire, et on voit à la ligne au-dessous, ça c'est le non-daily, le non-quotidien. Vous pouvez voir que la prévalence de fumeurs non quotidiens reste constante. Voici un graphique qui vous montre la distribution de produits de tabac partagés par un groupe de races d'origine aux États-Unis et particulièrement dans les e-cigarettes. On voit que les groupes de plus consommation sont les blancs et les American Natives, American Indians ou Alaska Natives. Et aussi les groupes qui rapportent plus de 2 races. Et finalement, une illustration pour vous montrer le pourcentage d'adultes américains qui ont déclaré un double usage actuel de cigarettes et de cigarettes électroniques tous les jours ou certains jours. Et on voit encore le groupe blanc, American Indian, Alaska Native, et le groupe de OK. Mais le thème principal de la présentation est le vapotage et le nouveau produit du tabac aux États-Unis. Et je veux vous parler un peu de quels sont les défis communs de pays à la France et aux États-Unis. Et c'est Electronic Cigarettes, que j'appelle ENDS, et la disponibilité des ENDS aromatisés, et les Heated Tobacco Products, je pense que c'est des produits de tabac chauffé, comme IQOS, et la consommation de cannabis et THC et du tabac en même temps. Et ça peut être l'usage concomitant, ça veut dire en même temps, ou le double usage, ça veut dire l'usage de 2 substances qui sont utilisées séparément dans une période consécutive. Plus tard, je vais parler les derniers 2 points. OK. Et cette graphique vous montre le problème des e-cigarettes aux États-Unis, particulièrement dans la jeunesse. Et on voit que depuis 2011, la prévalence d'electronic cigarettes dans la jeunesse sorry. Et, mais quand on regarde la distribution de la prévalence et la composition des e-cigarettes, la figure à gauche vous montre que la prévalence estimée de la cigarette reste bas de 2%, mais quand on regarde la composition de ceux qui consomment des e-cigarettes par statut de tabagisme, on voit que vers 40% sont des fumeurs actuels, mais il y a un quart de personnes qui n'ont jamais fumé. Et ça, c'est important pour considérer. Je vais vous montrer des résultats d'un projet dont j'ai participé. Cette illustration vous montre l'utilisation actuelle de la cigarette électronique selon le statut de fumeur par âge. Et on voit qu'avec les adultes les plus jeunes, l'usage de electronic cigarettes est plus souvent avec les
fumeurs qui ont laissé le produit. Et avec la distribution par sexe, on voit que dans les zones comme les femmes qui sont des fumeurs actuels aussi utilisent la cigarette électronique. Je ne veux parler tous les détails de cette graphique, mais je veux seulement vous montrer le point à gauche qui est l'utilisation des zen pour arrêter de fumer chez les fumeurs actuels qui utilisent l'end. La prévalence est 70%, tandis qu'avec les anciens fumeurs, c'est un peu plus de 80%. Et le résumé de ces résultats vous montre que parmi les utilisateurs de ZENS, comme j'ai dit, 70 des fumeurs actuels et 80 des anciens fumeurs ont déclaré le fait pour les aider à arrêter de fumer. L'efficacité de ZENS pour cette transition n'est pas claire et des études et essais longitudinaux sont nécessaires pour évaluer l'efficacité. Le double dosage était le modèle d'utilisation des ZENS le plus souvent rapporté. Presque 40% des utilisateurs des e-cigarettes. Les effets à long terme de double dosage sur la santé sont encore à l'étude et il y a plus d'investigations nécessaires. Et le nombre d'anciens fumeurs utilisant des ZENS est important, c'est plus de 2 millions de personnes, et il reste des inquiétudes concernant le risque de rechute tabagique. Aussi, près d'un quart des utilisateurs de ZEN n'avaient jamais fumé de cigarettes et 63% avaient entre 18 et 24 ans, et des inquiétudes concernant le potentiel de dépendance de la nicotine et sa capacité à affecter le développement du cerveau jusqu'à l'âge de 25 ans est importante. Et il est essentiel de poursuivre les recherches sur l'initiation et la prévention de la consommation chez les jeunes. Finalement, sur ce sujet, je veux parler un peu des e-cigarettes et les saveurs. Il y a une étude récente faite par Dr. Leventhal et Dye qui ont fait une analyse de la prévalence des e-cigarettes avec saveur par subpopulation des adultes aux États-Unis. Et ils ont trouvé que la prévalence de l'utilisation des ends aromatisés était bas chez les adultes américains, mais commune chez les vapoteurs actuels. Et l'utilisation des ends aromatisés était disproportionnellement prévalente parmi les personnes n'ayant jamais fumé et d'autres sous-populations susceptibles qui souffrent des effets nocifs de vapotage. OK. Je change un peu le thème. Je vais parler maintenant de le nouveau défi de la lutte anti-tabac aux États-Unis. La disponibilité des ends aromatisés est un problème parce qu'ils plaisent aux jeunes. La prolifération de produits de tabac émergents après l'épidémie de cigarettes vapotage chez les jeunes, qui je vous avais montré la figure, est importante pour nous de considérer que les hidden tobacco products sont entrés sur le marché américain au cours de 2020 et la FDA a permis une autorisation d'exposition réduite à Reduced Risk et pour l'IQOS qui est produit par Philip Morris. Aussi, les nouveaux produits à base de nicotine par voie orale ont gagné importance sur le marché américain et sont des produits fortement commercialisés actuellement qui sont non réglementés par le FDA Center for Tobacco Products. Et selon les données de vente de Nielsen, Nielsen est la compagnie qui reporte l'information des données de vente, Nielsen a
trouvé que les ventes en dollars dans les dépanneurs de sachets de nicotine ont augmenté presque 500% au premier semestre de 2020. Et il y a certaines compagnies qui semblent de tabac qui semblent procéder comme si elles étaient exemptées de la réglementation de la FDA. Voici le graphique qui vous montre l'augmentation de vente de sachets de nicotine. Et finalement, l'autre thème sur la prolifération de produits de tabac émergents est lié aux lois qui changent aux États-Unis sur le cannabis, qui est souvent associé au tabac, des nouveaux modes de communication à travers des médias sociaux et un paysage réglementaire en évolution. Et sur le thème de tabac et cannabis et le co-usage de deux substances, il y a une analyse récente qui a examiné la dépendance des cigarettes liée à ceux qui utilisent aussi cannabis. Et ils ont trouvé que les individus américains qui consomment à la fois des cigarettes et du cannabis signalent une prévalence plus élevée de dépendance à la cigarette par rapport aux individus qui utilisent des cigarettes et ne consomment pas le cannabis, à pratiquement tous les niveaux de consommation de cigarettes. Et aussi, si la consommation de cannabis est associée à la dépendance à la cigarette, qui est un obstacle au sevrage tabagique, cela pourrait avoir des implications de santé publique pour la lutte anti-tabac. OK. Maintenant, je vais parler de deux derniers points. Les nouveaux produits du tabac sans fumer, par exemple des sachets de nicotine et les pastilles de nicotine. Et il y a des exemples ici aux États-Unis, Lucy, On et Zyn. Et aussi, je veux parler un peu de produits à base de nicotine synthétique, qui est la nicotine non dérivée de la feuille de tabac. Voici des exemples tabac sans fumer aux États-Unis. Je vais un peu vite. Des sachets de nicotine et de tabac. Et des exemples de produits avec tabac et les sources de nicotine. Chez les États-Unis, la nicotine vient principalement de la feuille de tabac, mais aussi on voit des produits qui utilisent la nicotine des plantes de morel, qui ont un niveau très bas de nicotine. Et finalement nous avons commencé à voir des produits aux États-Unis avec nicotine synthétique. Tabac et nicotine. Actuellement, voici deux exemples de produits sans tabac qui ne sont pas régulés par la FDA avec nicotine synthétique. Et aussi des e-cigarettes avec nicotine synthétique. Mais ce que je trouve intéressant de ce produit PAF est que une étude récente a montré que parmi les utilisateurs actuels de cigarettes électroniques au lycée, pendant le 2020, 26% ont déclaré que leur marque habituelle était Puff Bar, suivi de Vus, Smoke, Juul et Surin. Voici des sachets de nicotine, des exemples aux États-Unis, et des marques de sachets de nicotine. Vous pouvez voir qu'au-dessus, les produits faits pour les compagnies de tabac et en bas, les compagnies qui ne sont traditionnellement de tabac. Et ça, c'est lié on peut voir que les compagnies de tabac produisent les produits qui sont dérivés de tabac et les compagnies qui ne sont traditionnellement de tabac
font les produits synthétiques. Et cette graphique vous montre la quantité de nicotine et ça peut varier trop. Et finalement, sur ce sujet, je veux dire un exemple ici que c'est une course, et c'est ça que je dis d'abord, que la lutte anti-tabac est une course avec les compagnies de tabac qui utilisent des trucs pour éviter la régulation du FDA. OK. La dernière partie de ma présentation, je vais parler de nouvelles opportunités de la lutte anti-tabac. Il y a une prévalence croissante du tabagisme non quotidien, a également entraîné une prévalence plus élevée de la co-utilisation d'autres produits du tabac et de la co-utilisation avec d'autres substances comme l'alcool et le cannabis. Et il y a une possibilité pour les agents du gouvernement de soutenir la recherche, étant donné qu'il y a un effet synergique sur le risque de cancer des cigarettes et de l'alcool, qui crée un défi pour les efforts de lutte contre le cancer, mais aussi une opportunité de financer la recherche liée à l'intersection de deux substances. Ça, c'est un thème qui intéresse beaucoup NCI. Et aussi que l'autre thème est que les survivants du cancer qui continuent à fumer, qui est aussi un domaine que l'NCI a continué à financer par l'initiative C3I, Cancer Center Cessation, qui a commencé avec le président Obama et continué continué pendant la présidence de Trump et maintenant reste avec la présidence Biden. Et le but de financer des centres de cancérologie pour mettre en œuvre des programmes durables et de sevrage tabagique pour aider les patients atteints de cancer à arrêter de fumer. Aussi une opportunité pour nous est de continuer la coordination de la surveillance de l'usage du tabac et les enquêtes sur l'usage du tabac entre les agents fédéraux aux États-Unis, NIH, le Centers for Disease Control and Prevention et le FDA, pour en savoir plus sur les modes d'utilisation des nouveaux produits du tabac chez les utilisateurs. Aussi, l'NCI a collaboré avec l'INCA pour définir des éléments communs aux enquêtes nationales dans le domaine du cancer et du tabagisme. Il y a aussi une opportunité aux États-Unis d'avancer la régulation des produits de tabac. Maintenant, la situation de PMTA, Pre-Market Tobacco Application, pour les produits ENDS, de e-cigarettes. La situation est que la FDA a examiné toutes les demandes de pré-commercialisation du tabac et a rendu des décisions refusant la commercialisation de milliards de produits, tout en accordant une autorisation pour 4 produits ENDS aromatisés au tabac de la marque Vuse, qui est fait pour British American Tobacco et Reynolds, et aussi quelques marques grandes qui sont en train d'attendre une décision, et ça inclut aussi Juul. Il y a aussi une opportunité de collaboration et de partage de connaissances entre les États-Unis et la France. Et finalement, je veux vous rester avec de nouvelles opportunités pour avancer la recherche anti-tabac. Il y a des relations complexes entre le tabagisme et les facteurs sociaux du risque de cancer, des disparités significatives dans le tabagisme, parce qu'il y a une grande variation selon les mesures économiques et la majorité des maladies et décès liés au tabagisme se trouve parmi ces groupes et aussi dans les groupes de minorités raciales et ethniques.
l'émergence des produits de tabac et de marketing de l'industrie du tabac auprès de groupes raciaux ethniques spécifiques. Chez les États-Unis, on voit une grande consommation de cigarettes mentholées et la consommation de cigarettes filtrées parmi les populations noires. Et les disparités dans l'usage du tabac se sont traduites par des taux d'abandon du tabac plus faibles parmi certains groupes et ce qui se traduit par de pires résultats en matière de cancer. L'initiation au tabagisme chez les élèves du lycée sont associées à une probabilité plus faible de faire des études post-secondaires. L'utilisation de la cigarette électronique est associée à une susceptibilité au tabagisme, à des effets respiratoires et cardiovasculaires négatifs. La question est encore qu'est-ce qui se passe avec le cancer. Et finalement, l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes et les jeunes adultes n'ayant jamais fumé est associée à un risque accru d'initiation à la cigarette. Merci et merci pour votre patience avec mon français. Merci beaucoup, Caroline, pour ta présentation. Non, en fait, le français était tout à fait clair. Donc, un grand merci pour cet effort. Peu d'Américains font l'effort d'utiliser notre langue. Donc, un grand merci à toi d'avoir fait cet effort-là sur cette présentation. Des gros enjeux qui apparaissent. Donc, on a des questions qui sont en train de remonter. On a des questions de Monsieur Poisson, également Galera. Peut-être qu'avant d'attaquer ces questions, n'hésitez pas à faire remonter vos questions dans le chat. Moi, j'avais une petite question. On est d'accord que vous n'avez pas le plain package aux États-Unis. Do you have the plain package at United States or not? No plain package. Non, vous ne l'avez pas encore. OK. No plain package. Oui. C'est trop difficile de faire plain package ici. Apparemment, ouais. Apparemment, ça a l'air d'être un peu difficile. J'étais étonné. Alors, non pas trop sur la vape, mais tu sais, sur les produits que tu présentais, notamment les snus, donc les éléments nicotine, on aurait dit un petit peu des boîtes à bonbons. The box for the snus or something like that look like candy box. Box of chocolates, yeah. Yeah. Et je pense que ça, c'est la raison que le FDA a refusé meilleur de produits aux États-Unis, exactement pour cette raison, parce que les compagnies produisent des choses comme ça, comme qui appellent à la jeunesse. Ouais. Et c'était un petit peu du coup ma question avant d'attaquer les autres questions que nous avions. Est-ce qu'on sait qui utilise ces produits-là? Est-ce que c'est plutôt les jeunes ou est-ce que c'est plutôt les jeunes? Oui, parce que IQOS reste un produit quand même assez cher, donc plutôt les adultes. Enfin, en France, ça a l'air d'être plutôt ça. Nous, tu sais qu'on n'a pas le snus. Tous ces produits-là, on les a pas, c'est pas autorisé. Donc, du coup, c'est plutôt les jeunes qui vont utiliser ces produits-là. Oui, et c'est vrai que le produit est cher. Et c'est vrai que les produits comme les heated tobacco products comme IQOS appartiennent à un niveau social plus haut. Mais même dans ce niveau social, c'est la jeunesse qui est plus tirée à ces produits. Voilà. Un produit marketing, quand même, le marketing est assez impressionnant. I'm very impressed by the marketing of IQOS. Yeah. Et l'autre chose, c'est avec les sachets de nicotine. Ça, c'est un produit, comme vous avez vu dans le graphique, qui augmentait trop pendant l'année dernière, et la jeunesse aussi est trop tirée vers le nicotine pouches. OK. C'est un problème. Oui, enfin, on voit qu'il y a peut-être quelque chose du côté de la stratégie des industriels pour aller chercher les jeunes. On connaît le système. Si jamais les personnes sont addictes, voilà, ça restera en fait des personnes qui resteront. Exactement. Voilà. Alors, on a pas mal de gens qui te remercient pour ta présentation. On a une première question
Bon, on te remercie pour ta présentation et pour ton français, donc tu vois, c'est très apprécié. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le nouveau modèle européen de la Joule qui, bien que respectant les normes européennes, il manque un bout. Ah. Du coup, si Monsieur Galera peut nous renvoyer la question a été coupée. Donc, on y reviendra. Si vous pouvez donc la recompléter, là, il y a un morceau qui a sauté, on ne peut pas l'utiliser. Alors, Si, Jérôme, Oui. mon email est au fin de la présentation. S'il y a quelqu'un qui veut m'écrire plus tard, je peux. On va mettre on rappellera ton adresse. Okay. On a une question donc de Monsieur Poisson. En 2019, le plan Healthy People 2020 espérait abaisser le tabagisme des adolescents à 16,5%. Oula, attendez, ça vient de remonter. Mais il a finalement chuté à 6%. Quel est le rôle du vapotage dans cette chute inattendue? Et vous pouvez répéter la dernière partie de la question. Le rôle de vapotage, de quoi? Quelle a été, en fait, il y a eu une chute du tabagisme chez les adolescents. Est-ce que le vapotage, ce e-cigarette, a un impact on this decreasing of the... Oui, parce que la chute de la cigarette et ceux qui ont laissé la cigarette ont fait une transition au vapotage. Et je veux dire aussi que même comme les autres investigateurs qui ont fait des présentations, c'est le même problème aux États-Unis. Les données de la prévalence des cigarettes pendant le 2020 est un peu difficile à conséquence de COVID. Les réponses des enquêtes sont basses. It's difficult to know. Merci. On a une autre question donc de Karine Alcala qui nous suit depuis ce matin. Donc je salue Karine. Est-ce qu'il existe des cohortes aux US avec des données sur e-cigarettes et cancer? Cohortes qui suivraient e-cigarettes et cancer. S'il existe, mais je n'ai pas compris la première partie. Yeah, the question is, do you know if we have some cohort in the United States focus or with data with e-cigarette and cancer? Est-ce qu'il y a des... j'ai compris. Et maintenant, je veux dire oui, parce que ça vient de sortir 7 mois. La première étude des données de ce résultat que je vous ai présenté, de Tobacco Use Supplement. Ces données sont liées à la base, à la cohorte? No, National Death Index. OK. Comment on dit ça? How do you say that, Jerome? The National Death Index is the registry of deaths. Ça doit être les registres de la mortalité. Ouais. Aux États-Unis, OK. Donc, les données de Tobacco Use Supplement sont liées au registre de mortalité et le Tobacco Use Supplement a des questions sur le e-cigarette. Par la première fois, on peut commencer à examiner l'association entre e-cigarette et cancer. OK. Une autre question, la dernière, parce qu'après il faut qu'on enchaîne, de Kadila Berkham, qui était déjà avec nous ce matin, Gustave Roussy. Aux États-Unis, vous avez beaucoup d'avance sur la prévention par rapport à la France. Quel levier vous semble le plus efficace auprès des jeunes? What type of prevention is most efficient for young people? Je pense que les médias sociaux et la manière que les efforts avec la jeunesse sont focused. Parce que
Et la jeunesse montre dans les enquêtes qu'ils ont intéressés de laisser les e-cigarettes, qui sont intéressés de laisser les produits de tabac, mais encore, c'est pas possible aux États-Unis de donner aux enfants ou à la jeunesse nicotine patches. Comment on dit ça? Nicotine. Des patchs de nicotine. Exactement. Merci beaucoup. Bien, écoute, Caroline, on va te remercier de ta participation. C'est toujours un vrai plaisir de travailler donc avec toi. Puis c'est vrai que le NCI et l'Institut national du cancer en France ont construit une belle collaboration. Et comme tu l'as souligné, on a un joli projet, bien sûr, sur cette question de la recherche sur le tabac, dans laquelle on est très impliqué. Et on ne manquera pas, bien sûr, de faire sans doute un petit séminaire pour rendre compte de ce travail-là, donc avec nos amis qui sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation. Je vous propose de passer à la dernière présentation de cette journée. Et pour cela, je vais vous demander d'accueillir Philémon Aurouet et Anne-Fleur Guillemin, qui font partie en fait du département développement de la recherche en sciences humaines, sociales, épidémiologie et santé publique. Je suis très heureux que Philémon et Anne-Fleur fassent cette présentation. C'est un beau travail qui a été conduit par le département. Donc, Philémon, il est chargé de projet à l'Institut national du cancer. Il a un background académique autour des sciences humaines et sociales. Et Anne-Fleur Guillemin, qui a rejoint l'Institut national du cancer il y a maintenant quelques années, elle a une formation académique en sociologie. Et ils se sont intéressés en fait à cette revue systématique de la littérature sur la cigarette électronique dans une perspective comparative entre fumeurs et non-fumeurs, avec une question de recherche particulièrement importante. Finalement, est-ce qu'il y aurait une différence entre fumeurs et non-fumeurs, et in fine, est-ce qu'on n'aurait pas des stratégies différenciées à pousser, à opérer par rapport à les cigarettes entre fumeurs et non-fumeurs? Philémon, je crois que c'est toi qui démarres. C'est à toi. Bonjour à tous, merci Jérôme pour cette introduction. Nous sommes très heureux avec Anne-Fleur d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger quelques éléments de réflexion sur la e-cigarette. Donc ça a été dit au cours de cette journée, les dispositifs de vapotage ont soulevé une pluralité de questions de recherche, et donc dans cette présentation, nous allons nous intéresser à la question des perceptions de ces dispositifs. En effet, étudier la perception nous permet d'appréhender, d'obtenir des grilles de compréhension des comportements, et aussi d'alimenter les réflexions pour penser les stratégies d'intervention, comme tu l'as mentionné, Jérôme. Donc, le déroulé de cette présentation, nous allons d'abord vous donner quelques éléments de contexte avant de vous présenter la méthode et les résultats de cette revue systématique de la littérature que nous avons conduite, qui est en cours de conduction sur cette analyse des perceptions de la cigarette électronique, avec une analyse comparative fumeurs et non-fumeurs. Donc, pour commencer, quelques éléments de contexte. Tout est bon. Bon, quelques éléments de contexte, comme je vous disais, les dispositifs de vapotage sont récents et la recherche sur ces dispositifs est aussi encore relativement récente. Depuis leur développement industriel et l'arrivée sur les marchés européens, ils ont néanmoins se sont largement répandus et se sont transformés. C'est pourquoi, au travers de cette présentation, nous utiliserons des termes de e-cigarette et de cigarette électronique. Je pense que ce sont ceux que l'on retrouve encore actuellement dans la littérature scientifique, malgré leur caractère commercial. Donc, en parallèle de sa diffusion, nous l'avons vu tout au long de cette journée, une pluralité de questions de recherche ont émergé, notamment autour de la question de l'impact sur la santé et la trajectoire de ces usagers. Plusieurs rapports et avis scientifiques ont été publiés sur ces questions, et nous avons vu encore aujourd'hui l'actualité de ces questions-là. Et la publication de ces rapports sont notamment en lien avec une explosion de la littérature, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite de la diapositive, en réalisant une brève recherche sur une base de données, la base de données PubMed avec une équation de recherche de termes renvoyant à la cigarette. On voit que notamment depuis 2017, le nombre de publications référencées par an a fortement augmenté et toujours en cours d'augmenter, puisque la recherche a été réalisée en milieu de cette année. Face à donc, en lien avec ces questionnements, nous allons prendre les deux conclusions du CHIR comme les éléments du CHIR, qui apportent une conclusion sur deux aspects. Premièrement, c'est que cette explosion de la littérature a eu
pour conséquence qu'il est désormais difficile de réaliser un panorama autour de ces questions avec la littérature disponible. Et ensuite, c'est que cette explosion, elle cache une hégémonie des études américaines et un certain manque des études européennes sur la e-cigarette, qui a résulté dans le fait que ce comité a été plus ou moins délicat pour le comité de réaliser un avis sur la trajectoire des usagers de la e-cigarette en Europe. Si la littérature se développe, quid de la prévalence en France? Pour ne pas répéter ce qui a pu être dit aujourd'hui, on observe une situation particulière puisque le taux d'usage courant et quotidien est un taux d'usage courant et quotidien plus élevé que chez la plupart de nos voisins européens. Et lorsque l'on zoome sur cette population des usagers quotidiens, en reprenant les données du baromètre santé 2017, on s'aperçoit que ceux-ci sont quasi exclusivement des individus ayant eu une pratique tabagique. Donc, du fait de cette situation particulière et des profils des usagers identifiables, on voit bien que la question de la trajectoire, elle est au centre des débats et ainsi celle de ses déterminants. Et c'est pourquoi nous questionnons la question des perceptions, comme déterminant à ces comportements. Et dans cette optique, nous nous sommes demandé quel état de littérature il pouvait y avoir sur cette question de la perception et de la cigarette. Sur cet aspect, donc la littérature sur la perception de la cigarette se développe. On trouve notamment, il a été trouvé notamment dans une étude de Gibson en 2018 plus de 300 items y faisant référence et pour mesurer les perceptions. En réalisant une recherche au niveau de la littérature, nous avons identifié 3 revues systématiques portant en population générale sur les perceptions et une méta-analyse. Ce qu'on peut retenir de ces 4 revues est que la connaissance de la e-cigarette s'est fortement développée et avec celle-ci, on observe une diversité de perceptions sur ces dispositifs. Donc, ainsi, dans une perspective d'approche différenciée et ciblée, nous prenons pour question, pardon, la diapositive précédente, je retourne en arrière, nous prenons pour question la différence de perception entre les fumeurs et fumeurs, notamment autour de la question du sevrage tabagique et des différentes perceptions qui peuvent exister sur ces 2 populations. Et bien que ces 4 revues que nous avons identifiées donnent quelques résultats qui indiquent qu'il y aurait des différences de perception sur ces 2 populations, il n'a pas été réalisé de revue systématique axée uniquement sur ce thème. C'est donc l'objectif de cette revue systématique que nous avons conduite, c'est-à-dire de caractériser et d'identifier les éventuelles différences de perception qui existent entre les fumeurs et les non-fumeurs sur la perception de la e-cigarette, en compilant notamment les dernières études disponibles, ainsi qu'une littérature scientifique internationale. Je vais maintenant plus rentrer en détail dans la méthode que nous avons utilisée. De manière très classique, il s'agit d'une méthode Prisma en différentes phases. Nous avons d'abord réalisé une stratégie de recherche sur les bases de données PubMed, Scopus et PsycArticle. Nous avons utilisé une équation de recherche utilisant avec des termes larges sur la perception. Les étapes de sélection d'études ont été réalisées par 2 rapporteurs indépendamment, d'abord en titre abstract, puis en lecture intégrale. Suite à cette période de sélection, nous avons extrait les données par des grilles définies préalablement, puis évalué la qualité des études, et puis enfin analyser les données en utilisant une méthode de contenu thématique catégoriel. Pour vous préciser davantage les études que nous avons incluses et les études que nous n'avons pas retenues, de manière saillante, nous avons retenu des études de tout type méthodologique, des articles scientifiques publiés dans des revues avec comité de lecture, publiés en anglais et en français, et portant sur l'étude des perceptions de la cigarette électronique. N'ont pas été retenues, ont été exclues les études qui porteraient alors uniquement sur une des 2 populations et qui ne donnent pas des résultats sur ces 2 populations que sont les fumeurs et les non-fumeurs, les revues systématiques et méta-analyses, ainsi que des études doublons, c'est-à-dire qu'il y aurait des résultats qui pourraient être détaillés plus amplement dans une autre étude qui a été sélectionnée, ainsi que des études ayant un lien d'intérêt avec l'industrie du tabac. Je vais maintenant passer à la question des résultats. Un premier résultat, nous pouvons vous présenter et le diagramme de flux de notre recherche. De manière très classique, notre stratégie de recherche a permis de faire émerger 3841 articles. Après suppression des doublons et une sélection en titre abstract, nous avons retenu 21 études.
Parmi celles-ci, 8 ont été exclues en lecture intégrale. En parallèle, nous avons identifié des articles via des recherches par les bibliographies d'études que nous avions précédemment identifiées et les revues systématiques mentionnées. Parmi celles-ci, 3 ont été incluses, soit avec une étude doublon. Notre échantillon final se compose de 15 études pour cette revue. Pour entrer maintenant dans la question de la qualité des études, comme je l'ai mentionné, nous avons évalué la qualité de ces études. Pour cela, nous avons utilisé 2 grilles selon la méthodologie des études. La grille CASP-Core pour les études CASP qualitatives pour les études qualitatives et la grille NIH pour les études transversales et de cohorte. À celle-ci, nous avons défini des critères principaux ainsi que réaliser une mise en commun des différentes réponses aux questions pour donner une évaluation globale de ces études et dont il ressort que 8 sont de qualité forte, 4 de qualité moyenne et 3 de qualité faible. Voilà pour l'aspect sur la qualité des études. Ensuite, pour entrer plus ou préciser quelles sont ces 15 études qui composent notre revue, donc comme je vous l'ai mentionné, 2 sont de méthodes qualitatives, 13 d'enquêtes quantitatives. Elle traite sur 2 populations étudiées, 5 sur les adolescents regroupés avec les jeunes adultes et 10 en population générale. Sur ces études sont relativement récentes, puisque 6 ont été publiées entre 2013 et 2017 et 9 ont été publiées après 2018. Enfin, elles se répartissent, elles sont majoritairement réalisées aux États-Unis avec 8 sur 15 réalisées outre-Atlantique, 4 en Europe sur des pays différents, 2 en Asie et enfin 1 en Australie. Avant de passer la parole à Anne-Fleur, je vais vous présenter un dernier résultat brièvement, qui est les approches qui ont pu être observées, que nous avons identifiées dans les études incluses dans notre revue, c'est-à-dire que nous avons réalisé une définition de catégories. Dans celle-ci, 3 approches ressortent étudiées. La première, celle des connaissances, en lien avec des termes tels que knowledge et awareness dans les études. Il s'agit notamment de questions de la connaissance de la e-cigarette, de sa composition, de ses effets sur la santé. Ça représente 11 études sur les 15. En parallèle de celle-ci, une deuxième approche, celle-là majoritaire, avec 14 études sur les 15, qui nous avons intitulé Perception, puisque c'est ainsi qu'elle ressortait dans les articles que nous avions identifiés, autour de trois principaux mots-clés que sont belief, perception et attitude. Il s'agit notamment de la perception des risques, autour de la nocivité, de son potentiel addictif, ou encore de sa potentielle aide au sevrage tabagique. Enfin, une dernière approche que nous avions identifiée est celle des normes sociales, puisque qui a été très brièvement, qui a été étudiée uniquement sur les populations jeunes, et 3 articles, 3 aspects différents sur l'environnement social, la stigmatisation perçue liée à la e-cigarette, et enfin la popularité de la e-cigarette chez les pairs. C'est comme je vous l'ai dit, qui a été étudiée uniquement chez les jeunes. Sur ces 3 approches, nous allons vous présenter des principaux résultats et je passe ainsi la parole à Anne-Fleur. Merci Philémon. Alors pour la suite des résultats, effectivement, une première série de questions que nous nous sommes posées était de savoir finalement quelles pouvaient être les différences qui existaient entre les fumeurs et les non-fumeurs sur la connaissance, et notamment sur une thématique spécifique qui était la connaissance de la e-cigarette. Pourquoi cette thématique, on vous la présente? Tout simplement parce que c'est la thématique qui a été la plus abordée dans cet axe sur la connaissance, où nous avions 7 articles, cette étude qui traitait de cette thématique. Donc, comme vous le voyez, on est sur une thématique qui était principalement abordée par une question qui était posée de manière systématique à chaque début d'enquête sous la forme « Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cigarette électronique ?» Alors, 2 niveaux de résultats. 4 études vont nous donner un résultat général, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de distinction entre fumeurs et non-fumeurs. Mais comme vous le voyez, on a plutôt un taux de réponse relativement élevé, voire très élevé, puisque 95 et 97% des personnes qui étaient interrogées répondaient qu'elles avaient déjà entendu parler de la e-cigarette avant l'étude. Donc un résultat très fort. Même si on n'a pas de résultat entre fumeurs et non-fumeurs, pour les 4 études qui présentent ce résultat général, 2 d'entre elles vont traiter de la thématique des sources d'information. On a vu que c'était une des thématiques qui portait sur la connaissance. Et là, par contre, nous allons avoir une distinction entre fumeurs et non-fumeurs. Donc, vous le voyez, les fumeurs, eux, répondront davantage, bien qu'ils ont connaissance de cette cigarette électronique via des points de vente ou les médias sociaux. Et les non-fumeurs, eux, répondront davantage qu'ils en ont connaissance à travers la publicité et la télévision. Donc voilà pour ce premier niveau de résultat.
Le second niveau de résultat que nous avons, c'est que pour 4 études, eh bien, nous avons une distinction, en tout cas un résultat qui est donné en fonction des fumeurs et non-fumeurs, 4 résultats qui sont significatifs et qui sont concordants. Et donc, pour ces 4 études, eh bien, la conclusion est que les fumeurs sont plus susceptibles d'avoir déjà entendu parler de la e-cigarette que les non-fumeurs. Donc, en dessous, vous voyez le détail entre les écarts plus ou moins forts entre fumeurs et non-fumeurs pour ces 4 études, mais on est toujours sur des études avec des résultats significatifs. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la question de savoir quelles étaient les différences de perception sur la nocivité entre fumeurs et non-fumeurs. Alors, pourquoi la nocivité? Bien, tout simplement parce que c'était la thématique, toute approche confondue, qui a été la plus abordée sur l'ensemble de nos 15 études. Donc, vous le voyez, 3 manières différentes de mesurer cette nocivité. Peut-être rapidement sur la première, puisqu'elle ne concerne qu'une seule étude, c'était la nocivité à l'exposition passive à la vapeur. Et donc, vous le voyez avec un résultat entre fumeurs et non-fumeurs. Et pour cette étude, qui conclut que l'exposition est perçue comme étant moins nocive pour les fumeurs que pour les non-fumeurs. Ensuite, le résultat peut-être le plus intéressant et le plus important qui va porter en fait sur les 10 études qui vont traiter de cette nocivité indirecte ou indirecte. Donc, ce qu'on appelle nocivité indirecte, ça va être la nocivité qui va être mesurée par rapport à la cigarette traditionnelle. Donc, 10 études traitent de cette nocivité directe et indirecte. Et là, eh bien, les résultats que l'on va retrouver sont plutôt des résultats controversés, comme vous pouvez le voir, puisque sur ces 10 études, eh bien, 4 vont nous donner des résultats significatifs, donc 3 avec un résultat convergent qui va nous indiquer que les fumeurs sont plus susceptibles de considérer que la cigarette électronique est moins nocive que les fumeurs, et une autre étude qui va nous donner une association inverse, où ce seront les non-fumeurs qui vont la considérer comme étant moins nocive. Donc ça, c'est pour les 4 études qui vont nous présenter un résultat significatif. 4 autres études, elles, vont nous présenter donc des résultats qui ne sont pas significatifs, et 2 autres vont nous présenter des résultats pour lesquels eh bien, la signification des résultats n'aura pas été présentée. Donc ça, c'était le premier niveau de résultat sur la perception de la nocivité. Un deuxième résultat qui nous a paru intéressant et qui concernait en fait l'évolution dans le temps, qui était abordée par une étude, et notamment une étude américaine, et qui montrait finalement qu'au fil du temps, eh bien, la part des fumeurs, mais également des non-fumeurs, qui considéraient que cette cigarette électronique était moins nocive, diminuait dans le temps. Et donc, de fait, les fumeurs et les non-fumeurs qui la considèrent comme étant moyennement nocive, voire très nocive, augmentaient. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire sur la perception de la nocivité. Ensuite, toujours sur cet axe de la perception, on s'est intéressé à la question, enfin, la thématique du sevrage tabagique, à savoir s'il existait une différence entre fumeurs et non-fumeurs, et notamment par son aspect de l'efficacité dans un programme de sevrage tabagique, puisque c'était de cette manière-là que cette thématique était traitée dans 5 études. Donc, comme vous le voyez, là aussi, on a 2 niveaux de résultats, tout simplement parce que eh bien, nous avons pu analyser qu'en fonction de la méthode de l'étude, les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc, pour les 3 études quantitatives qui ont traité de cette thématique, on a 2 études qui vont nous donner un résultat significatif et du coup avec une convergence qui conclut que les fumeurs sont plus susceptibles de penser que la cigarette électronique est une aide pour le sevrage tabagique. En ce qui concerne les 2 études qualitatives qui ont traité de cette thématique, donc 2 études réalisées uniquement en population jeune, et là, le résultat que nous allons avoir est vraiment à l'inverse, puisque eh bien, cette perception des fumeurs et des non-fumeurs sera différente, à savoir que les jeunes fumeurs vont percevoir la cigarette électronique comme n'étant pas spécialement un dispositif de sevrage un dispositif efficace pour le sevrage tabagique. Ils vont même poursuivre et justifier en fait cette posture-là en avançant plusieurs barrières et des freins à son usage dans un programme de sevrage tabagique, notamment des freins qui seraient liés à la stigmatisation, ou alors en mettant davantage en avant plutôt des aspects motivationnels qui seraient plus importants que le recours à la cigarette électronique. Donc on voit vraiment que sur cette thématique du sevrage tabagique, on a une spécificité de perception de cette population jeune et que l'on va également retrouver sur l'axe des normes sociales,
où là également, même question de savoir quelles étaient les différences entre fumeurs et non-fumeurs de ces normes sociales. Donc, 3 thématiques ont été traitées sur cet axe des normes sociales, avec des petites spécificités. Donc, comme vous le voyez, cet axe-là a été abordé à travers 3 études qui ne portaient que sur de la population jeune, c'est-à-dire des adolescents ou des jeunes adultes. Et que parmi ces 3 études, eh bien, nous retrouvions nos 2 études qualitatives qui étaient dans notre corpus. Donc, chacune va traiter au final d'une thématique avec des résultats significatifs et avec des résultats, en tout cas, qui sont bien différenciés entre fumeurs et non-fumeurs. Donc, concernant la stigmatisation, je l'ai un peu dit, et ça fait le lien avec la thématique du sevrage tabagique, on voit que le résultat de l'étude est que les jeunes fumeurs, finalement, associent la e-cigarette au stigmate du tabac, avec notamment les barrières qui sont évoquées pour son recours dans un programme de sevrage tabagique. Concernant la popularité ou l'attractivité de la cigarette électronique, là encore, on a une distinction entre fumeurs et non-fumeurs. Et là, le résultat est que la cigarette électronique est davantage plus populaire chez les jeunes fumeurs que chez les jeunes non-fumeurs. Et enfin, la 3e thématique qui est traitée concerne l'environnement familial. Elle est notamment abordée sous l'angle de l'approbation parentale. Là encore, on a une distinction entre fumeurs et non-fumeurs. Et là, les jeunes fumeurs estiment que leurs parents seraient davantage plus favorables à l'usage de la cigarette électronique que les jeunes non-fumeurs. Et la raison évoquée par ces jeunes fumeurs étant que leurs parents estimeraient que la cigarette électronique serait une alternative plus saine par rapport à la cigarette traditionnelle. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on a un renforcement en tout cas une affirmation de posture et de perception spécifique sur cette population jeune. Suite à la présentation des aspects de contexte, de méthode et des résultats, il y a plusieurs points qui peuvent être discutés, notamment concernant la qualité des études. Donc, globalement, on a plutôt un niveau de qualité plutôt fort, puisqu'en fait, sur notre corpus de 15 études, 8 ont été qualifiées comme étant de bonne qualité. Donc, ce qui était plutôt positif et ce qui nous a permis finalement de construire un corpus assez robuste pour l'analyse de nos données, avec notamment 2 études qualitatives qui nous ont vraiment apporté des compléments aux données, notamment avec les verbatims. On peut également noter que sur les dates de publication, on a une littérature plutôt récente. Donc, comme l'a rappelé Philémon, en fait, on a sur les 15 études, 9 études qui ont été publiées à partir de 2018, dont 9 qui ont été publiées en 2021. Concernant la ventilation, on a effectivement une forte représentation d'études américaines, puisque sur 15 études, 8 sont des études américaines. Donc là, sur ce dernier point, ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué en début de présentation avec l'avis notamment du CHIR, qui pointait qu'il y avait une insuffisance, en tout cas un réel besoin d'études supplémentaires sur la population européenne concernant cette thématique, et puis également un besoin d'actualisation de cette littérature qui existe. Concernant les résultats, les données nous ont montré qu'effectivement, nous avions une meilleure connaissance, en tout cas que les fumeurs répondaient comme ayant avoir une meilleure connaissance, avaient déjà entendu parler de la e-cigarette de manière plus importante que les non-fumeurs. Et ce résultat peut notamment s'expliquer par le fait que les fumeurs sont davantage exposés en fait à la communication et au marketing de la e-cigarette. On l'a vu notamment avec les sources d'information qui n'étaient pas les mêmes. Les fumeurs avaient tendance à privilégier les points de vente ou les médias sociaux, ce qui laisserait peut-être supposer, notamment pour les études réalisées en population jeune, qu'on a une sorte de communauté de fumeurs et que ce serait des canaux de diffusion. Concernant la perception de la nocivité, donc on l'a rappelé, la nocivité, c'est la thématique qui est la plus abordée dans toutes les études de notre corpus, donc vraiment une thématique centrale sur cette perception de la cigarette. Et les résultats que nous avons sont plutôt controversés, comme je vous l'ai présenté, à la fois entre fumeurs et non-fumeurs, difficulté finalement de définir une tendance entre ces 2 groupes, mais également parce que nous avons une part d'études avec des résultats non significatif. Donc, sur cet aspect-là, on a effectivement besoin d'avoir des études supplémentaires
et notamment les données du baromètre cancer 2021 qui vont être analysées sur le début de l'année 2022, eh bien, seront des éléments de réponse et des compléments dans un contexte français. Concernant le sevrage tabagique, on l'a vu, on a des spécificités de perception que l'on soit, selon les méthodes des enquêtes, des études. On voit que sur les études plutôt quantitatives, on a une perception des fumeurs plutôt favorable à l'usage de cette cigarette électronique dans un dispositif de sevrage tabagique. Et à l'inverse, les jeunes vont vraiment avoir une posture vraiment à l'opposé, en ayant une posture un peu, voilà, un peu négative en fait de son usage, en tout cas en la remettant en cause comme étant un effet vraiment positif pour le sevrage tabagique. On l'a vu, en fait, il y a plusieurs barrières et plusieurs freins qui ont été soulevés dans ces études, et ça rejoint notamment des éléments qui ont été présentés dans les différentes interventions, et notamment, je pense à l'étude Yemi qu'a présentée Véronique Régnier, où il était question notamment de ces jeunes qui s'interrogeaient vraiment sur le caractère un peu plus sain en fait de la cigarette électronique par rapport à la cigarette. Donc là, ça rejoint un petit peu cet élément de son efficacité dans un dispositif de sevrage tabagique. Donc là, on voit qu'on a vraiment une posture un peu spécifique de ces jeunes et de ces jeunes non-fumeurs, notamment vis-à-vis de la cigarette électronique, que l'on retrouve également sur la thématique de l'attractivité. On a vu que finalement, la cigarette électronique était plutôt attractive et plutôt populaire chez les jeunes fumeurs, tout en ayant et en gardant finalement un marqueur de l'addiction, puisque le stigmate, enfin on observe un transfert finalement du stigmate du tabac à la cigarette électronique. Donc voilà pour ces éléments de discussion. Bien évidemment, notre étude comprend quelques limites. Donc les deux principales que l'on peut citer, eh bien, ce sont les limites qui sont inhérentes notamment aux études transversales qui composent notre corpus. Et puis une seconde limite qui peut être présentée, c'est la complexité à transposer finalement les résultats que nous avons obtenus dans un contexte français, tout simplement parce que nous avons une forte représentation d'études américaines dans notre corpus. Enfin, pour conclure, donc cette étude, cette revue systématique que nous avons menée finalement, eh bien, nous permet d'identifier qu'il y a des différences significatives entre fumeurs et non-fumeurs sur la cigarette électronique, notamment tout ce qui va concerner sa connaissance et ses sources d'information de cette connaissance. Concernant la perception, on a vu que là, on a vraiment une thématique sur laquelle il reste encore à poursuivre les réflexions et un vrai enjeu de recherche, puisque pour le moment, nous avons finalement des résultats assez controversés. Donc, un besoin d'études supplémentaires, ou en tout cas des compléments, notamment au niveau national. Concernant la spécificité de perception des jeunes fumeurs, on l'a vu, elle est vraiment très significative, liée notamment à son efficacité dans le cadre de son usage pour des programmes de sevrage tabagique. Et donc, finalement, cette étude nous a permis d'identifier un réel besoin d'éléments complémentaires au niveau national qui pourront être mis en perspective particulièrement avec les données du baromètre cancer et spécifiquement sur les résultats un peu plus controversés et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette thématique de la nocivité. Et enfin, cette étude va nous permettre de poursuivre notre réflexion de manière plus générale sur la cigarette électronique et sur le vapotage que nous menons à l'Institut national du cancer, et notamment sur la trajectoire des usagers, qui est une thématique assez importante, puisqu'elle sera l'un des axes majeurs de notre colloque VAP que nous allons organiser en octobre 2022. Voilà pour ces éléments de conclusion. Je vous remercie de votre attention et nous restons à votre écoute pour toute question. J'étais sur mute. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Merci beaucoup, Philémon, pour cette présentation de ce travail très intéressant. Nous avons bien sûr des questions, mais on a également la régie qui nous dit qu'on est très, très en retard. Donc, on va devoir limiter le nombre des questions. Florence Boyer, que je remercie, qui est là depuis ce matin aussi. Florence Boyer nous dit « Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris dans cette méta-analyse. » C'est une systématique review.
Les vapoteurs sont des fumeurs ou des non-fumeurs? Un vrai sujet. Anne-Fleur Filémon. Alors, un premier élément de réponse, et puis Philémon pourra compléter. En fait, dans notre corpus, nous n'avons pas intégré le statut de vapoteur. Nous sommes restés uniquement sur ces deux groupes, à savoir fumeurs et non-fumeurs. Et donc, nous avons intégré parmi les 15 études uniquement les études qui ne traitaient que de ces deux populations, fumeurs et non-fumeurs, et nous n'avons pas retenu celles qui intégraient les vapoteurs. Ou en tout cas, quand elles les intégraient et qu'elles présentaient des résultats, nous ne les avons pas intégrés à nos analyses. Parfait. Philémon, tu veux rajouter quelque chose? Quelles sont les suites de votre étude, on nous demande? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pour la suite de l'étude, c'est déjà essayer de tirer Voilà, j'ai les yeux ouverts, je regarde l'écran. Tirer plus en détail les différences les différences de perception et peut-être les conclusions de ces études, c'est-à-dire essayer d'aller plus en détail sur la différence qui peut être liée à la date de publication, la date de réalisation de ces études, mais aussi encore leur localisation. Un aspect peut-être qui serait encore à creuser et qui n'a pas pu être traité dans cette revue, c'était aussi la question qui rejoint la question précédente, c'est d'autres populations et d'autres statuts, que ce soit vis-à-vis du vapotage ou vis-à-vis du fait d'arrêter de fumer. Donc d'autres trajectoires qui seraient aussi à questionner et à mettre en perspective avec celle-ci. Dernière question sur votre population. Qu'est-ce que vous entendez par fumeurs et non-fumeurs? Dans les non-fumeurs, est-ce que vous avez des anciens fumeurs ou pas? Et est-ce qu'il y aurait des différences avec ceux-ci? Alors, ce que l'on entend par fumeur, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que dans les études, les terminologies n'étaient pas forcément les mêmes. Nous, ce que l'on a retenu comme étant des fumeurs, c'est des individus qui étaient qui se sont déclarés comme étant fumeurs et qui ont été identifiés dans les études comme étant des fumeurs réguliers ou occasionnels. Donc, ce qui correspond au current smoker, daily smoker, c'était occasional smoker. Donc, ça, c'était pour les fumeurs. Et pour les non-fumeurs, eh bien, nous n'avons intégré que ceux qui étaient considérés comme étant des non-smokers. Les ex-smokers sont vraiment à part. Peut-être si tu veux compléter sur les ex-smokers, Philémon. Oui, c'est vrai qu'il y avait 8 études sur les 15 qui séparaient les ex-smokers. Ce qu'on voyait en commençant à regarder dans les études, c'est qu'il pouvait y avoir parfois une différence de perception et qui rapprocherait plutôt des smokers et des fois qui les rapprocherait plutôt des non-smokers. Donc c'est une question qui est encore en suspens, qu'on n'a pas pu traiter dans cette revue. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait le choix quand c'était possible, de ne pas les inclure dans les non-smokers. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Là, on commence à avoir 11 minutes de retard, donc on va devoir conclure. Je vous remercie infiniment pour cette présentation très claire, ce très très beau travail, et je pense qu'il fera l'objet sans doute d'une publication prochainement, parce que je crois que c'est des éléments qui sont extrêmement utiles, extrêmement pertinents, notamment pour penser les pratiques et les politiques, parce que bien évidemment, du fait de cette différence, sans doute que les stratégies à développer et les approches à poursuivre ne seront pas les mêmes. Donc un grand merci. Je crois que c'est le moment de conclure. Donc, bien sûr, je souhaitais à tous vous remercier pour votre participation pour cette journée très dense, remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour la qualité des présentations et des échanges qui ont pu en découler. La thématique du séminaire aujourd'hui était une thématique importante, en particulier parce qu'elle s'inscrit dans la lutte contre le tabagisme et qu'elle est au cœur de nombreuses politiques et de nombreux plans. Au vu des nombreuses controverses liées à l'usage de ces produits et afin d'élaborer des politiques publiques efficaces, la recherche sur ce sujet, elle est vraiment indispensable et je crois que les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui nous permettent très clairement d'avoir des pistes de recherche très très concrètes. Ce matin, sur cet impact sur la santé, on a vu ces nombreuses présentations qui soulevaient tous ces enjeux de recherche et cet après-midi, avec un ancrage beaucoup plus sciences humaines et sociales sur cette question des trajectoires, on voit là encore que beaucoup de questions sont en suspens et qu'on a besoin de la recherche pour aller plus loin. Donc, je pense que l'on peut retenir de ce séminaire que plusieurs équipes de recherche sont ainsi saisies de cette problématique et que les perspectives de recherche
sont vraiment nombreuses et restent encore à poursuivre. Il reste ainsi nécessaire de mobiliser la communauté scientifique là-dessus, peut-être de la développer davantage. Et là, ce matin, Colline vous l'a indiqué, on a différents dispositifs qui nous permettent de développer cette communauté scientifique. Donc, ce colloque, il avait également pour objectif de créer un espace privilégié de rencontres entre chercheurs, de chercheurs au niveau national et international. Je pense que Caroline a pu assister à une grosse partie des échanges et vous aussi. Donc, bien évidemment, ça va poursuivre cette relation qu'on souhaitait construire entre les États-Unis et la France. Et puis, bien évidemment, ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin sur cette question, en fait, des trajectoires des usagers, et également des effets sur la santé. Ce séminaire qu'on a présenté aujourd'hui, en fait, c'est une première étape d'un autre travail qu'on est en train de construire, notamment avec Philémon, Anne-Fleur et Colline, sur cette question de la trajectoire des usagers et sur cette question de l'impact sur la santé. On a eu des éléments ce matin et là, on va souhaiter aller plus loin, notamment avec un colloque international qui se tiendra en fin d'année et qui aura notamment pour objectif d'essayer d'aller plus loin sur cette question. On voit très bien, et François l'a dit très clairement, qu'en fait, on manquait d'études. La question est de savoir est-ce qu'on manque d'études parce qu'elles ne sont pas publiées, mais où est-ce qu'on en est au niveau de ce que l'on appelle les ongoing research, c'est-à-dire les recherches qui sont en cours. Et c'est pour cela que l'on va travailler avec les principaux financeurs européens, bien évidemment, pour savoir quels sont les travaux qui sont en cours et avoir peut-être des premiers éléments, parce qu'en fait, vous savez que le temps de la recherche, le temps de la publication et le temps dans l'arrivée de la sphère publique, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Donc, je vous invite déjà à prendre date et à avoir ça en tête. Donc, ça sera pour fin 2022. Et je vous invite donc à suivre l'actualité de l'Institut national du cancer. Bien évidemment, vous avez vu, on ne manque pas de vous informer. Donc, bien sûr, je tenais à renouveler mes remerciements à l'ensemble des porteurs de projets qui ont accepté de se prêter à l'exercice aujourd'hui. Dans ce contexte, voilà, c'est pas plus simple. Je crois que ça aurait été plus sympa, bien sûr, qu'on puisse tous se rencontrer. Voilà, je pense qu'on aurait pu finir là avec un café ou un jus de fruits, bien évidemment, pour clôturer cette journée, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Et sachez qu'on le regrette vraiment très, très sincèrement parce que, bien évidemment, dans ces colloques et dans ces espaces, il y a tout l'échange d'informations qui se passe quand on fait les présentations. Il y a tout ce qui se passe pendant la pause. Et je crois que pour cet échange entre chercheurs, acteurs de terrain et décideurs, ces espaces sont vraiment très importants, à la fois bien sûr pour les acteurs de terrain pour avoir une idée de ce qui se fait en termes de recherche, et également aussi pour les chercheurs pour pouvoir rencontrer les logiques des acteurs de terrain. Donc c'est vraiment fondamental. On espère que ça a pu y contribuer. Malheureusement, on sait que on n'a pas pu atteindre pleinement notre objectif de par ce format, bien qu'il ait été quand même assez dynamique. Et je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité des échanges que vous avez pu avoir. Donc, bien évidemment, je tenais à remercier l'ensemble des personnes et je tenais à les citer. Donc, Benoît Labarbe, qui nous a fait l'honneur d'être là ce matin. François Alla, qui, malgré sa situation de maladie, a tenu à être parmi nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut vraiment saluer l'effort de François. Caroline Reyes-Guzman, Philémon Rouet, Anne-Fleur Guillemin. Voilà, c'était très important pour nous qu'ils soient présents et qu'ils puissent bien sûr présenter leurs travaux. Alors, je sais que la période est chargée pour tous, donc je vais clôturer parce qu'on a déjà un petit peu dépassé. Remercier bien sûr toutes les équipes de l'INCa, notre prestataire Formule Magique qui nous accompagne dans ces nombreux événements. Et puis, bien évidemment, je tenais à remercier Colline Bancel qui vous a accompagné cet après-midi, mais c'est elle, en fait, qui a été la cheville ouvrière de cette journée. C'était son premier colloque de ce type-là qu'elle a monté toute seule. Donc, je crois vraiment qu'on peut applaudir et saluer cet énorme boulot qui a été réalisé par Colline et puis, bien sûr, aussi saluer le travail qui a été réalisé par Valérie Letestre qui nous assiste au quotidien. Donc, un grand merci à tous, une bonne fin de journée. Un joyeux Noël, une bonne année, puis je vous dis à l'année prochaine parce que je ne pense pas que je vous reverrai cette année. Merci beaucoup encore de votre présence. À très bientôt. Merci beaucoup.